Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, Madagascar et les Émirats arabes unis s'associent pour bâtir un avenir radieux pour leurs citoyens. La clé de cette collaboration réside dans la réforme et l'amélioration de la gestion nationale et des institutions publiques. Les Émirats, exemple de réussite dans ce domaine, partagent leur expertise lors du forum du programme d'échange d'expériences gouvernementales qui s'est tenu ce jour au Palais Diavlou. Sur place, Judikael Ranjanirin et Andra Zajaibé. Cette rencontre renforce l'engagement de Madagascar en faveur d'une gouvernance efficace et qui valorise le capital humain. Elle marque une avancée dans la collaboration entre Madagascar et les Émirats arabes unis. Une délégation importante est présente pour échanger des expériences sur la gestion publique entre le gouvernement malgache et les émissaires émiratis. Selon le président Anjrazouel, il est essentiel d'apporter des réformes et des améliorations dans les pratiques de Madagascar pour favoriser le développement national. Aujourd'hui marque la concrétisation des accords de coopération entre le gouvernement des Émirats arabes unis et Madagascar. Cette opportunité de partage de compétences à nos principaux dirigeants cadre parfaitement aux deux piliers fondamentaux de notre politique générale, à savoir le développement du capital humain et la bonne gouvernance. Ce forum a pour principaux objectifs le renforcement des capacités et développement institutionnel en améliorant la gouvernance par l'échange de connaissances, l'expérience de bonnes pratiques, l'échange d'expertise engageant la coopération entre les deux pays pour promouvoir l'excellence, renforçant la performance et améliorer l'efficacité des services publics. Et enfin, la modernisation gouvernementale à travers l'innovation technologique pour plus d'efficacité des services de l'État. Nous devons accélérer et perfectionner nos méthodologies de travail pour atteindre nos objectifs ambitieux. C'est pourquoi je réitère mes remerciements pour l'engagement du gouvernement des Émirats arabes unis dans ce processus. Les thèmes qui seront abordés durant les tables rondes de ce jour, tels que l'excellence, la performance ou la compétitivité gouvernementale, seront déterminants pour accompagner la réalisation de notre vision. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les compétences des ministres et des hauts responsables en partageant les meilleures pratiques pour améliorer la gestion publique et apporter des innovations dans les services offerts par les administrations en utilisant des technologies avancées. Le président Anjrazouel a exposé la vision ambitieuse du gouvernement malgache basée sur 3 piliers de développement. Il a mentionné les efforts déjà réalisés, tels que l'établissement d'un gouvernement de proximité et le développement d'infrastructures dans des districts négligés. Lors de son allocution, le ministre délégué Abdullah Louta a transmis les salutations du président émirati Mohamed Ben Zayed Al Nahyan et a exprimé la volonté des Émirats d'aider Madagascar à améliorer la vie de ses citoyens, tout en saluant le leadership du président malagasy Anjrazouel. Il s'agit d'un double honneur de vous revoir, Monsieur le Président, comme vous êtes vraiment un des plus grands leaders que j'ai rencontrés à travers mon parcours, à travers ma carrière qui est longue, un quart de siècle actuellement. Monsieur le Président, je voudrais exprimer mon admiration pour votre leadership visionnaire. Votre excellence, particulièrement comme vous avez dit durant le sommet gouvernemental 2024, votre engagement à renforcer un développement durable qui
et diriger une croissance économique, promouvoir l'équité sociale et inspirant pour le monde entier. En priorisant un gouvernement innovatif et une implication active de la communauté, vous mettez en place une fondation solide pour Madagascar plus prospère et plus résiliente. Comme nous alignons nos efforts avec vos visions ambitieuses, nous sommes complètement engagés à appuyer les transformations clés et initiatives. Un changement rapide est attendu grâce à cette collaboration. Le vice-ministre Ouda Al-Hashmi a souligné l'importance de partager les expériences. De nombreux membres du gouvernement malagasy et des hauts responsables de divers départements étaient présents pour bénéficier de cet échange. Cette rencontre fait suite à la participation de Madagascar au World Government Summit à Dubaï en février dernier. Elle devrait apporter des résultats palpables pour le pays et bénéficier à la population, illustrant ainsi l'efficacité de la diplomatie malgache, selon la ministre malgache des Affaires étrangères. Tous les participants ont convenu que s'inspirer des changements et réformes réalisés à Dubaï peut conduire Madagascar vers un avenir meilleur. La coopération avec les Émirats, en tant que partenaire stratégique, accélérera les réformes dans de nombreux secteurs. Les Émirats arabes unis sont entièrement engagés et prêts à collaborer avec Madagascar. Cette année marque une réussite dans cette coopération, notamment avec les investissements effectués pour le congrès AIM à Abu Dhabi, l'ouverture de la ligne aérienne Emirates reliant Dubaï à Antananarive en septembre dernier, et la récente visite de l'entrepreneur émirati Mohamed Alabar, reçu par le président, témoignent de l'engagement à promouvoir le tourisme à Madagascar. Aujourd'hui, les deux gouvernements ont échangé sur la gestion publique. Et toujours en économie, le tourisme et les transports sont particulièrement mis en valeur lors de l'événement économique majeur Salon des acteurs économiques de Mahajang. Cette deuxième édition a débuté officiellement hier et se terminera dimanche. Les détails avec Fanjesena Mireille. Mahajang est une destination prisée des touristes, surtout pendant la saison des vacances. Les visiteurs locaux apprécient la chaleur de l'ouest de Madagascar. Tous les modes de transport sont disponibles sur place. Le secteur du tourisme et des transports constitue un pilier de développement économique dans la région de Bouéni, d'où son importance particulière. Des centaines de participants, comprenant des artisans, des entrepreneurs du secteur touristique et divers opérateurs économiques, sont présents à cet événement qui offre également aux jeunes l'opportunité de découvrir différentes offres d'emploi. Le Salon des acteurs économiques de Mahajang se terminera ce dimanche. Et puis, la gestion des entreprises nécessite une mentalité d'athlète, selon des experts en ressources humaines. Le problème le plus courant chez nous est le manque de compétitivité et la peur de l'échec. Cela a conduit des athlètes malgaches à partager leurs secrets avec les entrepreneurs. Sai Sylvain, Sech Indjanab. Faire du sport est similaire à la gestion d'une entreprise. Les entrepreneurs doivent développer des compétences pour faire face à la concurrence, favoriser la cohésion au sein d'une équipe et avoir une soif d'apprendre face aux défis et aux échecs. Les Olympiens malgaches ont partagé ces principes avec les entrepreneurs malagasy. Le secret du succès en gestion repose donc sur la mentalité d'athlète. Cela a été renforcé lors de la rencontre des dirigeants à Ilafi. Dans notre pays, face à des problèmes ou à la concurrence, certains dirigeants décident de fermer leurs entreprises, soutien en entrepreneurs. 20 entrepreneurs d'Antananarive ont participé à l'atelier et à l'échange avec les Olympiens de Madagascar. Dans un tout autre sujet, 10 personnes qui ont participé à une manifestation à Mbouipou lundi dernier ont été arrêtées par les forces de l'ordre après avoir incendié un bâtiment utilisé par la Jirama. 3 éléments des forces de l'ordre ont été blessés lors de cette manifestation. Plusieurs véhicules ont été également endommagés.
4 des 10 personnes arrêtées ont été placées en détention provisoire, 4 autres ont été relâchées mais sous surveillance judiciaire, tandis que 2 ont bénéficié d'une libération conditionnelle étant donné qu'ils sont encore mineurs. Selon les explications de la gendarmerie, ils ont été arrêtés pour obstruction à la circulation ainsi que pour avoir incendié des pneus ainsi qu'une maison, notamment le bâtiment loué par la Jirama à Ambuipou. Ces actes se sont déroulés lors de la coupure d'électricité survenue lundi. Les forces de l'ordre sont intervenues aux alentours de 20 h pour mettre fin à la manifestation et afin d'empêcher la propagation de l'incendie. 3 éléments des forces ont été blessés suite au jet de pierre des manifestants et plusieurs véhicules ont été endommagés dans l'affrontement. Les concernés comparaîtront devant le tribunal d'Anoussi le mardi 29 octobre. Et puis, 1 millier de personnes ont pu bénéficier d'examens de santé gratuits ce jour à la Kamassou, incluant des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, dans le cadre de la campagne de l'Octobre Rose. Fenjestena Mireille, Yves Janel. L'événement a été conçu pour permettre une détection précoce des maladies, offrant ainsi une chance de traitement préventif pour ceux qui pourraient être touchés par des affections graves. Les habitants d'Akamassou, une communauté engagée, ont activement participé à cette initiative de santé publique. Dès la matinée, près de 100 personnes se sont présentées pour des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, mais également pour d'autres examens de santé. Selon un bénéficiaire, c'est une opportunité pour eux, surtout dans un lieu où l'accès aux soins peut être limité. Un autre participant a exprimé sa gratitude envers les organisateurs, soulignant l'importance de ces examens dans leur vie quotidienne. Les responsables ont indiqué que cet événement se fait chaque année, au mois d'octobre, en soutien à la sensibilisation au cancer. En politique, le G7 a déclaré aujourd'hui qu'il est essentiel de poursuivre les nombreux projets et initiatives qui ont favorisé le développement de la ville d'Antananarivo. Plusieurs changements ont été observés sous ce mandat, notamment en matière de propreté urbaine. C'est pourquoi ils soutiennent le candidat numéro 7 à la mairie, Arlal Ramanantsou, proposé par la plateforme IRMAR. Le G7 mobilisera tous ses efforts pour faire élire Arlal Ramanantsou lors des élections municipales du 11 décembre prochain. Toujours dans ce contexte, les jeunes constituent la majorité des inscrits sur la liste électorale. Néanmoins, selon une association, leur engagement reste faible lors des élections. C'est pour remédier à cette situation que cette association a été fondée la semaine dernière. Détails sur les images de Yves Janel. Les jeunes peuvent jouer un rôle clé dans le développement de Madagascar, d'autant plus qu'ils représentent l'avenir de la nation. Cependant, une association remarque qu'ils sont peu actifs en matière de participation électorale, selon Nicolas Zaun Arvel, un responsable. C'est pour cette raison que cette association a été créée, pour appeler les jeunes à renouer avec le patriotisme. L'association offre également aux jeunes membres des formations en développement personnel et en entrepreneuriat, afin qu'ils puissent devenir des citoyens exemplaires. Et puis à Amazang, la demande annuelle en charbon dépasse les 30 000 tonnes. Cela entraîne une dégradation de l'environnement. Face à cette situation, 160 personnes ont bénéficié d'une formation sur le charbon écologique dans la région de Bouén. La formation a débuté hier en présence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Toujours un reportage de Fenjestena Mireille. Le charbon écologique, produit à partir de la coque de noix de coco et de manioc, est l'une des solutions pour lutter contre la déforestation dans la région de Bouén. La demande de combustible à Mahazang s'élève à plus de 2500 tonnes par mois, soit plus de 30 000 tonnes par an. Il est ainsi important de sensibiliser la population sur l'utilisation de charbon écologique et sur la préservation de l'environnement. 160 artisans et jeunes ont suivi une formation dans la région de Bouén, formation à l'initiative de la Fédération des chambres de métiers et artisanat de Madagascar, appuyée par des partenaires. Ils disposent désormais des connaissances nécessaires à la transformation de ce charbon.
Un appel est lancé à tous pour cultiver des arbres et préserver les forêts, notamment pour protéger la biodiversité qui intéresse particulièrement les touristes visitant Madagascar. Et puis on enchaîne par les actualités internationales. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour un entretien très attendu en marge du sommet des BRICS à Kazan en Russie. France 24. Sa participation au sommet des BRICS en Russie est vivement critiquée par l'Ukraine. Mais le chef de l'ONU, Antonio Guterres, compte bien faire entendre sa voix et réitérer son appel à la paix. Nous avons besoin de paix dans tous les domaines. Nous avons besoin de la paix en Ukraine, d'une paix juste conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale. De son côté, Vladimir Poutine, qui préside le sommet, met en garde contre ce qu'il désigne une perspective illusoire d'une défaite de la Russie. Et plus largement, il accuse l'Occident d'œuvrer à contenir la puissance croissante des pays dits du Sud global. La transition vers un ordre mondial plus juste ne se fait pas sans heurts. Son développement est ralenti par des forces habituées à penser en termes de domination, sur tout et sur tous. Les sanctions unilatérales illégales, le protectionnisme pur et simple, la manipulation des devises et des marchés boursiers, l'ingérence dans les affaires intérieures, sous couvert du souci de la démocratie et des droits de l'homme, la lutte contre le changement climatique sont utilisés. Pour lutter contre ce que le président russe nomme l'hégémonie supposée de l'Occident, il appelle à une réforme des Nations Unies pour donner plus d'importance à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique latine. Avec le groupe des BRICS, qui représente aujourd'hui 45% de la population mondiale et près d'un tiers du PIB de la planète, Moscou ambitionne de réunir des économies émergentes en un front uni, un bloc capable de faire face à l'Occident. Les nouveaux membres intégrés cette année, dont l'Égypte et l'Iran, attestent du poids croissant de l'organisation, même si les divisions et les rivalités internes, notamment entre la Chine et l'Inde, demeurent. Et puis la nuit dernière, la ville de Beyrouth a été frappée à 17 reprises par l'aviation israélienne. Une intensification des bombardements qui se fait également ressentir dans le sud du pays du Cèdre. France 24. Ce matin, dans les débris encore fumants, les restes d'un immeuble dans un quartier de la banlieue sud de Beyrouth. Il a été totalement détruit. Une nuit terrible pour la capitale libanaise. À l'image de cette série d'explosions. D'après Israël, c'est un dépôt d'armes qui a été frappé ici. Ses habitants filment la scène à quelques dizaines de mètres seulement du bombardement. Grâce à Dieu, nous sommes toujours en vie. Quelle frappe, mon Dieu! Beyrouth a été frappée à 17 reprises la nuit dernière par l'armée israélienne. Ici, c'est le siège d'une télévision pro-iranienne qui a été ciblée. Une intensification des bombardements à Beyrouth et dans le sud du Liban également. L'armée libanaise, qui ne prend pas part au conflit, affirme que 3 de ses soldats ont été tués alors qu'ils étaient en train d'évacuer des blessés dans la région. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses incursions terrestres dans le sud du Liban. Le Hezbollah fait état de violents combats ces dernières 24 heures. En un mois, cette guerre a provoqué la mort de plus de 1500 personnes au Liban et déplacé près d'1 million d'habitants selon les Nations Unies. Ce qui ne manque pas de provoquer des tensions, comme ici à Beyrouth. Quand des déplacés ayant fui les bombardements sont expulsés d'un immeuble abandonné à la demande du propriétaire. Et pour terminer, suite à l'attentat contre le siège des industries de défense de Turquie près d'Ankara hier, le gouvernement turc a rapidement frappé des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan en Syrie et en Irak. France 24. Les frappes turques sont filmées par cette caméra de surveillance dans cette localité du nord de la Syrie. Elles visent des positions du PKK et de ses alliés en Syrie, mais aussi dans le nord de l'Irak. Le ministère de la Défense turc s'est félicité de ces raids aériens.
47 cibles, dont des abris, des entrepôts et des installations utilisées par l'organisation terroriste, ont été détruites avec succès lors des frappes aériennes. Elles ont été menées contre des cibles dans le nord de l'Irak et de la Syrie entre hier soir et ce matin. Des terroristes de haut rang s'y trouvaient également. De leur côté, les forces kurdes font état d'une dizaine de civils tués, dont 2 enfants. Des représailles de l'armée turque après la fusillade dans un bâtiment industriel de la défense à Ankara. Bilan, plusieurs morts et une vingtaine de blessés. Pour les autorités turques, il ne fait aucun doute, le PKK est derrière cette attaque, même si l'organisation kurde ne l'a pas revendiquée. Je voudrais remercier tous nos amis pour leur solidarité et pour avoir exprimé leurs condoléances après l'acte terroriste perfide commis hier à Ankara. Cette attaque odieuse a encore renforcé la détermination de la Turquie à éliminer le terrorisme. Cet attentat survient alors que des signes de détente se multipliaient ces derniers temps entre les autorités turques et les responsables kurdes. Leur chef historique Abdullah Öcalan, détenu à l'isolement depuis 1999, a reçu sa première visite en plus de 3 ans, le même jour que l'attentat. Et selon son neveu, député turc du principal parti pro-kurde, le fondateur du PKK se dit prêt à déposer les armes. En début de semaine, le président du parti ultranationaliste turc, le MHP, avait d'ailleurs invité Öcalan au Parlement pour annoncer son renoncement au terrorisme et la dissolution de son mouvement. Un apaisement des relations qui pourrait désormais voler en éclats. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon vendredi à tous.